Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour votre accueil, à tous les deux, pour ce colloque. Mon petit thème est le suivant, c'est capitalisme de connivence, premier ennemi de la PME française. Alors bien évidemment, je ne suis pas anticapitaliste, puisque je suis moi-même donc chef d'entreprise et quelque part capitaliste depuis précisément la semaine prochaine 25 ans. Effectivement sur différents pays et différents continents, puisque je travaille aussi pas mal sur l'Afrique. Et je commencerai par cette citation de Talleyrand, le diable boiteux, qui disait « Les financiers ne font bien leurs affaires que quand l'État les fait mal ». Alors dans le contexte que nous connaissons tous depuis près de 40 ans et de son accélération depuis 2007, une question à cette citation de Talleyrand me vient immédiatement à l'esprit. Quid d'un État mal gouverné par de bons financiers? Alors je ne ferai pas ici en une vingtaine de minutes, parce que j'ai pu constater que le chrono était particulièrement suivi, le procès du capitalisme de connivence, de prise illégale d'intérêt, de la corruption généralisée des élites européennes, et que j'appelle en France l'oligarchie, des détournements de fonds publics et surtout des techniques sophistiquées de blanchiment qui les accompagnent, tant les exemples sont nombreux et connus de vous tous. Et que nos élus d'ailleurs condamnent en tirant à boulet rouge, en jetant notamment l'opprobre sur les gouvernements du continent africain, des pays émergents pour ces pratiques, mais finalement dont la seule différence avec ces derniers ne réside en réalité que dans le fait que les milliards détournés ne sont pas en milliards de francs CFA comme en Afrique, mais en milliards d'euros. Donc je me contenterai en revanche d'essayer de développer, d'illustrer mes propos sur les conséquences directes de ces pratiques sur l'ensemble des entrepreneurs de notre pays au travers de 3 exemples. Donc un premier exemple au niveau européen, un second au niveau national et un troisième au niveau local. Car hélas, ces pratiques des élites dirigeantes européennes et nationales ont une regrettable tendance à ruisseler sur ce que j'appelle le petit potentat oriental local, élu de province, et là aussi, comme dans les 2 premiers cas, en toute impunité. Donc, premier exemple au niveau européen. Donc je rebondis sur la situation actuelle et au niveau des mécanismes arbitraires des prix de l'énergie, et en particulier ceux de l'électricité pour les PME françaises, je vous le rappelle quand même, dans l'unique but de créer une concurrence artificielle dans la distribution d'électricité. Alors quand on sait par exemple que l'énergie éolienne, malgré les budgets colossaux décidés par l'État depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, représente 1,3% de la production électrique française, qu'elle est subventionnée dans des proportions hallucinantes, comme vous le savez, avec une fiscalité extrêmement favorable pour les investisseurs, alors que parallèlement à cela, les patrons de PME, eux, voient à l'heure actuelle leur facture d'électricité s'envoler, multipliée par 4 ou plus, en fonction d'un bouclier énergétique validé plus ou moins efficace, qui ne fait que creuser, je vous le rappelle quand même, la dette souveraine, mais ça c'est pas grave, c'est pas cher puisque c'est l'État qui paye. Certains sont d'ores et déjà dans l'obligation de suspendre leur production. Et je ne parle pas simplement des PME de l'industrie. Je parle également, malheureusement, c'est déjà une réalité vis-à-vis de l'artisan boulanger. Certains, donc parmi ces petits patrons, sont dans l'obligation d'aller voir leur banquier de quartier pour négocier à des prix prohibitifs, eux aussi, des solutions pour conserver un minimum de cash flow pour tenir. Tenir combien de temps? Alors en hypothéquant bien évidemment leurs biens gagnés tout au long d'une vie de travail, au mépris de vacances passées en famille, et sans avoir, surtout, la garantie de pouvoir les conserver si le retour à meilleure fortune venait à se faire trop attendre au goût de la hiérarchie du banquier de proximité, condamnant de facto l'entrepreneur à une vente forcée pouvant aller jusqu'à celle de sa résidence familiale. Celle où il n'a pas eu le temps
de voir ses enfants grandir en raison de son statut encensé et envié de force vive de sa petite ville de province. Ce statut lui permettant de recevoir son petit carton d'invitation annuel pour un mousse tiède à l'occasion des vœux du maire de sa commune au cours du mois de janvier de chaque année. Mais ce que ce dirigeant de PME ignore, et c'est peut-être mieux ainsi, c'est qu'une filiale, on ne peut plus discrète, je reviens sur votre approche de la discrétion, une filiale, on ne peut plus discrète de la banque de sa petite agence bancaire locale, dont, pour le coup, les succursales sont entre autres implantées à Londres, Genève ou Hong Kong, a pour very important client un compatriote français résidant à Londres, dont les holdings européennes non françaises détiennent, tenez-vous bien, des centaines d'éoliennes sur le territoire français, et que le principal administrateur de ces holdings étrangères, dont l'actionnaire unique, je ne vous le cache pas, est basé au Panama, n'est autre que le sous-directeur de la petite et discrète succursale bancaire étrangère, basée à l'étranger bien sûr, et dont le bénéficiaire effectif de cette banque n'est autre, au final, que le siège de la petite agence bancaire du petit chef d'entreprise en question. Voilà, c'était quand même tout à fait intéressant d'expliquer au final les liens qui peuvent exister entre les petites PME et au final tout ce système. Donc là, c'est mon premier exemple au niveau européen. Le deuxième exemple, et je le connais bien, donc je vais l'évoquer en connaissance de cause, et là pour le coup je vais vraiment essayer de résumer parce que autrement il nous faudra 4 jours de colloque, c'est la loi organique relative aux lois de finances, RGPP, et autres désastres répétés dans les mises en place de programmes informatiques comme Chorus, Louvois, vous avez très probablement connu, ONP, pour le malheur de l'armée. Absolument, et bien d'autres. Donc je ne me focaliserai dans cet exemple plus précisément que sur la mise en place du logiciel Chorus dans les années 2009-2010. Thierry Breton est, de 2005 à 2007, dans le gouvernement Raffarin III, le dernier ministre des Finances du deuxième mandat de Jacques Chirac. En tant que ministre des Finances, il commande à Michel Pébreau, alors président de BNP Paribas et président de la section France du think tank Aspen Institute, qui a toute son importance. Think tank particulièrement influent dans les technologies IT outre-Atlantique. Donc notre ami Thierry Breton commande un rapport. Cette étude, connue sous le nom de rapport Pébreau, sera le coup d'envoi de la mise en œuvre par les plus hautes instances de l'État de la réforme générale des politiques publiques dite RGPP. Suite à ce rapport, sous la présidence de Sarkozy, un comité de pilotage est créé, appelé CMPP. Alors, dans ce comité de pilotage, donc c'est véritablement le comité de pilotage qui est en charge de la mise en place de toute cette énorme... Pour le... Alors, je pense que c'est, dans l'idée, le concept est très très bon et aurait été un magnifique outil de gestion. Aujourd'hui, cela dit, il faut quand même reconnaître que Chorus, qui est quand même le seul projet qui a finalement perduré, est relativement utile. Il a d'autres conséquences par rapport au fait qu'il fonctionne aujourd'hui, mais j'y reviendrai si éventuellement j'ai le temps. Dans ce comité de pilotage, vous avez donc Éric Woerth, ministre du Budget, Michel Pébreau, donc dirigeant de l'époque de BNP Paribas et de l'Institut Aspen, Nicolas Sarkozy en personne, himself, François Fillon et Claude Guéant. Je vous invite à faire le calcul au niveau d'années de prison que ça représente à l'heure actuelle. Et potentiel. Et potentiel, bien évidemment. Ce comité de pilotage, chargé de la mise en place de la réforme de l'État, confie à des cabinets de conseil anglo-saxons, essentiellement, pour la plupart, même s'ils ne sont pas tous anglo-saxons. Alors pour les plus célèbres, et pas forcément les plus célèbres, mais les plus influents. Donc McKinsey célèbre, Deloitte célèbre, Accenture célèbre, Bain et compagnie largement moins célèbre,
mais ô combien influent et important au niveau international. Donc ça, c'est pour les plus connus. Donc mise en place d'appels d'offres, d'études concernant ces nombreux projets informatiques, dont effectivement, vous en parliez, Louvois. Louvois, donc je rappelle rapidement Louvois. Louvois, c'est un logiciel qui permet de payer les militaires. Et du coup, les militaires ne sont plus payés. Et ça dure des années. Voilà. Catastrophe. Catastrophe, puisque, juste petite parenthèse, des troupes françaises en opération, donc en OPEX, type Afghanistan, se retrouvent le matin avant le combat avec un coup de téléphone de la maman qui explique que l'huissier est devant la porte parce qu'ils n'ont pas payé les factures. Hein, donc, il faut leur mettre quand même dans un contexte particulièrement grave. Je veux dire, quand on est au combat, il faut avoir un minimum de concentration. Voilà, alors le ministère de la Défense a alors été choisi pour essuyer les plâtres de la mise en place et la mise en route de ce logiciel comptable devant équiper, il ne faut pas l'oublier, l'ensemble des ministères français. Et alors pas seulement les ministères, mais l'ensemble carrément de l'administration française. Hein. Alors malgré les sonnettes d'alarme, les avertissements de nombreux utilisateurs, le lancement Chorus a généré de très très graves dysfonctionnements répétés sur une très longue période et provoqué des retards de paiement dramatiques sur les PME en contrat avec l'armée, puisque pour le coup, ils n'étaient plus payés, à tel point que près d'un millier de PME et environ 15 000 emplois ont été détruits sur une période de 2 ans à cause de ce logiciel Chorus. J'ai pour ma part, effectivement, entre 2010 et 2012, licencié plus de 200 personnes et perdu cette entreprise en question qui travaillait avec l'armée, avec, vous pouvez l'imaginer, des conséquences extrêmement pénalisantes au niveau financier, dont je subis encore aujourd'hui les conséquences. J'estime toutefois faire partie des privilégiés, car certains dirigeants sont tombés malades, d'autres sont devenus fous, littéralement fous. Certains ont absolument tout perdu au point de finir et de dormir dans leur voiture. Et pour certains, ils ont préféré mettre fin à leur jour. Donc la situation a tout simplement été dramatique pour les patrons de PME. Alors, il n'y a pas de statistiques sur les décès de patrons de PME, il faut le savoir. Hein. Donc c'est quand même assez incroyable. Mais on sait combien il y a de chiens écrasés par an dans notre pays, mais on ne sait pas du tout, on ne sait rien sur l'indépendant en France. Je clôt la parenthèse. Là encore, ce que la plupart des dirigeants sacrifiés sur l'autel de la RGPP et des cabinets de conseil anglo-saxons ignorent, et c'est peut-être là aussi mieux ainsi, c'est que les 7 milliards d'euros, 7 milliards quand même, hein, sur 2-3 ans, engloutis dans la mise en place de ces logiciels, dont finalement le seul abouti, comme je l'ai dit, aura été Chorus, n'ont pas été perdus pour tout le monde. Thierry Breton, par exemple, a quitté Bercy en 2007. En septembre de la même année, il est nommé senior advisor de l'entité américaine de la banque d'affaires Rothschild North America, tout en poursuivant ses activités d'enseignement sur la gouvernance à Harvard, et donc en restant basé à Boston. Avant de revenir en Europe, comme président d'Atos, société moribonde à l'époque, il faut quand même le rappeler, et de décrocher, donc moribonde jusqu'à ce qu'elle ne décroche le jackpot des contrats Chorus et de devenir l'une des structures IT les plus rentables d'Europe dans un contexte où il est important de le rappeler. BNP Paribas détenait 22% du capital d'Atos au moment précis où Michel Pébreau était membre du comité de pilotage du CMPP. Ce qui s'appelle clairement, dans le meilleur des cas, comment ça s'appelle ? Voilà, là c'est carrément, là c'est carrément, c'est de l'information, enfin c'est dramatique quoi. Voilà, le directeur du ministre du budget Eric Woerth venait de sortir tout droit de la direction de McKinsey France. Le cabinet d'avocats américain Baker & McKenzie, que vous ne connaissez peut-être pas tous, parce que justement il est très influent,
dont la dirigeante quelques semaines plus tôt, la dirigeante Monde quand même, quelques semaines plus tôt, devenait ministre de l'économie en France, signait le contrat du siècle avec SAP, leader européen, pour le coup donc des Allemands, leader européen de l'IT, lui-même qui décrochait la plus grosse part du gâteau du budget Chorus, malgré un procès perdu contre Oracle, donc son concurrent américain, pour vol de propriété intellectuelle, donc IP theft, pour un montant de dommages et intérêts de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Et que suite à cette affaire, le dirigeant historique des SAP, en tout cas à l'époque, se retrouve bien sûr remercié pour ce vol d'IP et devient CEO, c'est assez intéressant, je pense que ça va vous plaire, CEO de Hewlett Packard, donc HP, pour quelques semaines seulement, avant de se faire licencier avec pertes et fracas pour l'achat d'une coquille vide à 5 milliards de dollars, au moment précis où Anne Lauvergeon se faisait remercier avec Uramine pour les mêmes raisons et des montants à peu de choses près équivalents par Areva. Ce qui les a très très probablement encouragés à se consoler mutuellement en montant à 50-50 un fonds d'investissement dans la haute technologie au Royaume-Uni avant de le liquider en 18 mois, puisque bien évidemment la rentabilité dans les high-tech est telle qu'on peut liquider un fonds en 18 mois. Alors après, il y a des traces évidemment du côté du Panama, mais c'est une autre histoire. Ces collusions, il en existe des dizaines et des dizaines d'autres. Je pourrais vous en parler sérieusement pendant des heures, évidemment avec toutes les preuves à l'appui. Et elles pourraient presque prêter à sourire de par leur énormité, si leurs conséquences ne relevaient pas de la sécurité nationale, en plus de représenter des drames innombrables dans les rangs des dirigeants ruinés de ces PME, de leurs employés et de l'ensemble de leurs familles. En effet, une action en justice menée par plusieurs entreprises américaines, donc depuis ce premier scandale de vol technologique qui de mémoire devait dater des années 2012, donc ils ont été repris la main dans le pot de confiture, mais cette fois-ci pour des montants représentant 30%, 40% de leur valorisation boursière. Donc là, on parle de montants de l'ordre de 40 à 50 milliards de dollars. Donc l'affaire est toujours pour l'instant devant le tribunal de Californie du Nord, à San Francisco, et des révélations en marge de l'affaire d'un avocat américain du barreau de New York que j'ai rencontré à l'époque et qui s'est retrouvé pendant très longtemps en fuite pour des questions de survie. Donc là aussi la criminalité est quand même quelque chose d'assez central. Par rapport donc à cet avocat, le leader, donc SAP de l'IT en Europe, pourrait avoir subi des pressions de la part de services de renseignement américains sur des informations sensibles dans le cadre des FCPA, donc Fraud and Corruption Practices Act, donc ces fameuses lois que vous évoquiez tout à l'heure d'extraterritorialité, et concernant bien sûr des groupes européens de tout premier ordre, avec bien sûr des scandales qui sont arrivés dans la foulée, concernant Alstom, concernant Société Générale, Technip, bien sûr, Airbus. Voilà, donc quand vous avez un leader européen de l'IT qui vole des données et du IP, du Intellectual Properties, de la propriété intellectuelle à des sociétés américaines, et que cette société européenne est leader incontesté en Europe et détient absolument toutes les datas des entreprises, des grands groupes, pas des PME, donc les PME n'ont pas souffert de ça, mais de l'intégralité des grands groupes européens, je pense qu'effectivement, il peut y avoir à ce niveau-là quelques véritables inquiétudes. Je suis au niveau timing, ma très chère. Oui, ça ira ? C'est bon. C'est bon ? Continue. Bon. Voilà. Donc rapidement, j'attaque le troisième niveau, le niveau local, que je vais essayer de réduire un petit peu. Voilà. Très intéressant. Voilà. Le niveau local. Donc on est toujours, n'oubliez pas, l'idée est de parler de ce que vit la PME au quotidien par rapport à toutes ces
toutes ces informations, toutes ces décisions qui sont prises pour certaines en dépit du bon sens, ou là aussi, ou simplement de façon qui en tout cas ne les arrange pas. Et donc le troisième point, et le troisième exemple est au niveau local sur les collusions existantes entre élus et professionnels des secteurs de la promotion immobilière et de la construction. Bien évidemment, des conséquences sur l'économie locale. Donc il se trouve que je suis un élu d'opposition, alors j'ai horreur d'être dans l'opposition, mais finalement je m'oppose à tout. Je suis élu de l'opposition également. Alors ce que j'évoque là ne se passe pas dans ma commune, mais dans des communes alentours. Enfin, cela dit, ça se passe dans beaucoup de communes en France. C'est un exemple juste basique de vente de biens communaux, des bâtiments communaux, des bâtisses communales superbes, idéalement bien placées, qui sont bradées à des promoteurs, toujours les mêmes, bien sûr, vendus par, ça dépasse l'entendement, par une étude notariale du secteur, elle-même actionnaire, coactionnaire des acheteurs de ces biens, donc c'est quand même assez extraordinaire, sur des sociétés de droit étranger. Donc c'est quand même assez... Enfin, voilà. Avec évidemment les blancs-seings de la direction des domaines, parce qu'évidemment il y a des prix à respecter. Et donc les élus se demandent, mais comment se fait-il que ces bâtiments soient finalement évalués à des prix aussi bas? Et donc là, évidemment, il y a une étude qui est faite, on récupère les éléments d'analyse, et on s'aperçoit qu'il y a une demande faite par l'acquéreur en disant non, le prix est beaucoup trop cher, donc il faut le faire moins cher. C'est écrit noir sur blanc dans le PV des domaines, en précisant que de toute façon, on peut encore minorer le prix, dans la mesure où l'agent des domaines qui a fait l'expertise a oublié les clés, et qui ne peut le voir que de l'extérieur. Voilà. Donc ça dépasse un peu l'entendement, mais la problématique, ce sont les conséquences derrière. Donc, avec une revente, parce que c'était un lot, donc il y a eu plusieurs bâtiments, donc une revente de certains de ces biens le jour même, donc c'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir un notaire coactionnaire qui revend le bâtiment qu'on vient d'acheter à une commune pour le vendre dans l'instant même à d'autres, toujours évidemment sur des entreprises étrangères. Avec, alors bien sûr, comme toujours, des montages intéressants, avec des partenaires, avec des noms de consonance de pays de l'Est. Alors bien évidemment, je n'ai strictement rien contre les ressortissants des pays de l'Est. Ces coactionnaires possédant en plus un nombre considérable de SCI sur Paris, avec... à chaque fois un capital social compris entre plusieurs centaines de milliers d'euros et plusieurs millions d'euros, avec des créations de SCI. Alors moi, dans ma vie, j'ai créé quelques SCI, donc avec capital de 1000 euros. Et là, nous avons des dizaines de SCI avec des noms de code. Donc c'est très intéressant. Donc vous avez en fait des noms de code, donc 2 consonnes, 3 chiffres. Donc des SCI créés, mais vous en avez plus de 20 créés en une semaine, par exemple. Et toujours avec des montants colossaux. Voilà, je passe les détails là-dessus, parce que l'idée, c'est quand même un petit peu d'accélérer. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces 3 exemples illustrent à chaque niveau ce que représente, et je dirais, ce qu'est le capitalisme de collusion et ses travers pour la PME. Pour les PME françaises notamment, parce que celles qui se développent forcément ne sont pas forcément celles qui innovent le plus, celles qui se rapprochent de l'excellence, ce sont celles qui obtiennent ces marchés via la collusion. Donc quand on voit aujourd'hui qu'on a très peu finalement de pépites hors de France qui sont capables de se développer, d'avoir des développements fulgurants, c'est peut-être parce que simplement il faut se poser les bonnes questions et que ce ne sont peut-être pas les meilleurs qui n'auraient pas survécu dans un contexte
beaucoup plus légal au niveau de l'environnement. Voilà, malheureusement, c'est un peu ça. Pour conclure, je vais faire un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Je vous ai parlé donc de capitalisme de connivence. J'ai évoqué un certain nombre de sociétés transnationales, internationales, qui apparaissent dans ces problématiques de montage de logiciels il y a une dizaine d'années. Il faut savoir que, là encore, je vais devoir parler du continent africain. Donc le continent africain, et quand même, et notamment l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a fait exploser, il y a maintenant 2 ou 3 ans, un scandale d'État qui s'appelle le Gupta Leaks. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et le Gupta Leaks explique comment des sociétés comme Deloitte, KPMG, SAP, Bain et compagnie ont pris la main sur le pays en arrosant le président, qui s'appelait à l'époque Jacob Zuma. Et quel était le système, donc ni plus ni moins que le mécanisme, j'utilise volontairement ce mot mécanisme pour rebondir sur une série Netflix que vous avez peut-être vue, une série brésilienne, qui s'appelle Mecanismo, et qui parle de l'escroquerie avec Lula, et comment Lula a fini en prison. Si vous avez l'occasion de voir je crois qu'il va y avoir deux saisons, c'est remarquable, de clarté. Hein. Et donc, le travail qui a été fait à la fois par les journalistes sud-africains, donc là aussi avec qui j'étais en contact à une époque et qui ont dû quitter l'Afrique du Sud pour se cacher dans d'autres pays européens parce que ça craignait vraiment pour leur vie. Le travail remarquable de ces journalistes et le travail remarquable de la justice, parce qu'il faut quand même évoquer le travail de la justice en Afrique du Sud, ont fait que l'intégralité de ces gens se sont retrouvés derrière les barreaux. Ou alors, pour les plus riches, ont payé de très très fortes amendes, mais là, quelque part, c'est du business et c'est pas forcément mal pour le pays. Hein. Voilà, donc je voulais évoquer ça. Et puis en toute dernière conclusion, donc si on parle de... Donc ça, c'est les business models de state capture. Donc nous avons le capitalisme de connivence, le state capture. L'état suivant, je vais conclure avec ma petite question du départ. Quid d'un État mal gouverné par de bons financiers collaborant avec des puissances étrangères? Vous allez pouvoir passer la nuit là-dessus parce que je pense que ça a tout son intérêt par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans une situation dramatiquement explosive, avec des changements colossaux en termes de géopolitique, d'influence internationale, etc. Voilà, je vous remercie infiniment pour...